Et salut tout le monde, bienvenue à ceux et celles qui ont regardé ce match entre Amiens et Metz. Victoire de nos Messins 2-1 en terre amiénoise. Un match qui, bon, alors déjà pour ceux qui ont pu le voir, puisque comme vous savez, la diffusion nous a un peu trollé avec quand même une diffusion sur Eurosport 360, que l'on pouvait voir pour la modique somme de 1 euro, puisqu'on devait s'abonner 1 euro pour un mois, et puis après vous pouviez voilà, vous désengager. Mais en tout cas, bon, c'était déjà pas simple pour les supporters du FC Metz de regarder ne serait-ce que une minute de ce match entre Amiens et Metz, sauf dans l'illégalité bien sûr, comme certains bien sûr l'ont fait évidemment. Et donc forcément que on s'est dit qu'on allait un peu parler de ce match qui aura été pas simple pour tous les joueurs sur le terrain côté messin. Certains se sont montrés, d'autres au contraire ont creusé un trou et se sont cachés à l'intérieur. Et donc ce qui fait qu'il y a quand même 2-3 choses à dire à ce sujet. J'ai avec moi bien sûr Monsieur Grenat Forever. Comment vas-tu Grenat Forever? Oh bah, bonjour Monsieur Socket, bonjour, bonsoir. Ça va toujours après une victoire, hein. Oui, alors attends, le contenu était plongeons dans la Moselle, comme on dit. Hein. C'était, Bien sûr, il y a eu des choses bien, des choses moins bien, mais je vais toujours bien quand le FCMS gagne, donc bien sûr. On va effectivement retenir que le résultat. Avant de commencer, petit rappel bien sûr que voilà, vous pouvez nous dire un peu en commentaire votre top et flop de ce match de Coupe de France, hein, bien sûr. Dites-nous un peu votre avis au niveau des joueurs du FC Metz. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour nous soutenir bien sûr. Dernier point, comme d'habitude, le débrief est en plusieurs parties, le programme est dans la description. Grenade Forever, nous partons sans plus attendre par rapport à l'aspect tactique, notamment côté FC Metz. Parce que déjà la question de la formation tactique se posait. Puisque on a appris que certains joueurs n'étant pas disponibles pour notamment des causes de blessures ou alors de repos, hein, on pense à Braun, on pense à Boy, il y a des joueurs aussi qui étaient suspendus comme Boulaya. Alors volontairement, on rappelle, hein, petit coup de génie qui a été fait lors du match contre Brest, hein, qui lui a permis de louper volontairement ce match contre Amiens et donc de réinitialiser son compte de carton jaune notamment. Et donc il y avait des questions sur est-ce que Metz allait repasser un système à 4, surtout que on a perdu 2 défenseurs centraux pour cause de blessures, et donc forcément que tu as moins d'options de défenseurs centraux à ta disposition, avec aussi le fait que Lacroix était dans la discussion pour jouer, ne pouvait pas jouer puisqu'il était convoqué en équipe de France de jeunes, et donc on se demandait est-ce qu'on va repasser à 4 ou est-ce qu'on va rester comme d'habitude notre fameux 3-5-2 asymétrique, 3-4-3 hybride. Finalement, Grenade Forever, nous restons dans ce schéma qui d'ailleurs, pour un peu avancer dans l'histoire, Antonetti l'a reconnu, comme tu me l'as dit en conférence de presse d'après-match, que l'idée était effectivement de continuer dans ce système utilisé, comme vous le savez, depuis la phase aller, et notamment ce résultat positif obtenu contre Montpellier. ce qui avant le match, pour moi, était limite inconcevable parce que c'était une possibilité que je voulais pas forcément voir, c'était de voir Thomas Delaine et Mathieu Hudol ensemble, c'est-à-dire qu'aucun des deux ne soit reposé avant dimanche. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Pour pouvoir garder ce système, on a peut-être physiquement peut-être entamé le physique d'un des deux. Et quand on connaît leurs antécédents, je dis pas que ça m'inquiète vis-à-vis de celui qui va jouer dimanche, mais j'aurais préféré qu'il y en ait au moins un des deux qui reste au frigo ce soir, quoi. Oui, parce qu'on a finalement dû avoir cette défense à 3 avec Fofana qui, on sait, peut jouer défenseur central, même si vous savez que je pense que ce n'est absolument pas là où il devrait jouer, mais c'est un fait, hein, qu'il allie en défense centrale, avec donc Kouyaté qui lui est bien présent, et donc le troisième larron qui est défenseur central gauche, et donc Hudol, à un poste inhabituel pour lui, même si ça avait été peut-être pressenti sur certains matchs. En tout cas, c'est un peu forcément inhabituel. Et donc, effectivement, obligé, si tu maintiens ce système, de transformer Hudol en centrale gauche. Et donc, comme tu l'as très bien dit, avec piston gauche Thomas Delaine. L'info aussi, c'était la question du poste de piston droit, puisque on se demandait est-ce qu'Antonetti va être kamikaze au point de mettre Santon titulaire, ou est-ce qu'au contraire, il laisserait quelques minutes, voire plus que quelques minutes, à Bohen sur le côté droit. Et finalement, Bohen part titulaire en tant que piston droit. Bon, malheureusement, il n'aura pas fait tout le match, hein, le monsieur, puisque à la 33e minute de jeu, il a été sorti du terrain
pour cause de blessure, si j'ai pas compris, une blessure au mollet, si j'en crois les informations de Thomas Jean-Georges à ce sujet. Et donc l'idée était là, en tout cas de rester dans ce système et de partir avec cette défense-là. Le milieu de terrain, alors forcément, Monsieur Angban qui n'a pas joué non seulement lors du match contre Montpellier en tant que titulaire, mais aussi lors du match contre Saint-Etienne en tant que titulaire, et qui était donc sur le banc à chaque fois, joue titulaire, avec un enjeu immense pour le monsieur, puisque le monsieur, on va dire, est dans la panade. Hein. Lui qui pensait faire tranquillement sa saison avec un Pajot blessé, avec un Enderam qui met du temps à revenir, ne s'attendait pas à voir monsieur Papé Matarsar débouler et tout foutre en l'air. Hein. Et donc surtout foutre en l'air ses projets. Et donc Angban démarre en tant que titulaire avec une pression importante sur lui de montrer ce qu'il vaut. On l'accompagne dans cette doublette du milieu de terrain de Chipembe. Chipembe dont on a vu notamment une rentrée contre Brest qui avait été intéressante. Alors après d'ailleurs ça n'a pas été en même temps le même niveau que sa rentrée à Brest, hein, pour le match contre Montpellier et Saint-Etienne. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il vient d'arriver, donc comme vous le savez, lors du mercato d'été 2020, on a peut-être une meilleure perspective d'évolution, hein, que certains autres joueurs dans l'équipe, en tout cas on l'espère. Et donc c'est un peu cette doublette Angban-Chipembe que l'on tente au milieu de terrain, avec Renat Forever, effectivement l'idée pour les deux joueurs de se montrer, mais pas la même pression pour les deux joueurs, on peut le dire. Hein. Ah ben clairement, il y en a un qui était entre guillemets sur une bonne rentrée à Brest et qu'on avait vraiment envie de revoir parce que on avait envie qu'il confirme les bonnes choses qu'on avait vues à Brest, et un autre qui avait justement beaucoup de pression parce qu'il avait beaucoup de choses à se faire pardonner en vue de ses dernières prestations. Donc pas la même pression pour les deux joueurs évidemment. Et pas le même standing évidemment. Il y en a un qui nous a coûté 6 millions et l'autre même pas 1 million. Donc forcément, on va dire qu'on a scruté avec nos gros yeux la performance d'Angban. On va en parler après parce qu'évidemment cette performance d'Angban a fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux. On s'est plutôt bien marré. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'ai oublié de dire une chose à propos du poste de gardien. Oukidja ne joue pas et c'est donc Marc-Aurèle Caillard qui joue. Le numéro 2. Alors on s'y attendait, c'est pour ça que j'ai pas forcément parlé beaucoup dessus. On s'attendait à ce qu'effectivement pour la Coupe de France, ce soit Marc-Aurèle Caillard qui joue. Lui qui d'ailleurs a des capacités notamment sur les tirs au but qui auraient pu être intéressants si le score à la fin des 90 minutes s'était terminé sur un match nul. Si on avait été au penalty juste par la suite, ça aurait été intéressant d'avoir effectivement Caillard dans les buts à ce moment-là. En tout cas, effectivement, Caillard est titulaire, donc c'était un peu le point sur la défense que j'avais oublié. Donc on a fait défense, gardien, défense, milieu. L'attaque maintenant, là aussi, on se réfère à ce qui s'est passé contre Saint-Etienne où on n'a pas vu la rentrée ni la titularisation de Leia Iseka. Donc on se demandait est-ce que Leia Iseka allait avoir des minutes, combien de minutes, accompagné de qui, est-ce que ça serait Yad qui, comme vous savez, est peut-être beaucoup mieux en remplaçant qu'en titulaire? Est-ce que ce sera au contraire Lamine Gueye, hein, qui n'a pas démarré non plus lors de certains matchs précédents et sur lequel on aimait bien le voir, notamment pour essorer les défenseurs adverses. Et donc on a cette attaque Renat Forever, Lamine Gueye et Leia Iseka, avec effectivement l'idée où on se disait mais c'est bizarre parce que cette attaque-là aurait pu démarrer techniquement, lors du match contre Strasbourg 3 jours plus tard, elle aurait pu prétendre. Il y a d'autres attaques, hein, notamment celle avec Wagner par exemple et Leia Iseka, mais Lamine Gueye, Leia Iseka aurait pu être une attaque aligné contre Strasbourg 3 jours plus tard. Hein. Et ça le sera peut-être, hein, on n'en sait rien, mais c'est vrai que sur le papier, c'est certainement le duo que j'aurais voulu voir dimanche, certainement. Donc c'est un peu refroidi le fait de les avoir titulaires sur ce match. Refroidi, oui et non, parce que on pouvait se douter qu'Iseka, étant le seul joueur offensif à avoir eu 0 minutes dimanche, ça me paraissait bizarre qu'il tire le banc encore aujourd'hui. Ambrose, voilà, tout le monde pensait qu'il aurait peut-être du temps de jeu parce que c'est la coupe, mais moi personnellement le voir sur le banc ça ne m'a pas dérangé, mais je m'attendais plutôt à voir peut-être un Wagner Diaz débuter moi. Après c'est les choix du coach et voilà, le fait comme tu as dit d'avoir un Gueye pour essorer l'adversaire et pouvoir avoir d'autres joueurs rentrer en cours de match, ça me va, même si en ce moment Lamine Gueye a clairement un coup de moins bien. Et ça, on va en parler après. Donc ça, c'est un peu le tour d'attaque. J'ai oublié pour fournir cette attaque en ballon, hein, puisque c'était notamment l'un des sujets
assez préoccupant lors du match contre Saint-Etienne. Donc Boulaya étant suspendu n'est pas aligné dans le poste de créateur, hein, mais le créateur étant son remplaçant pour l'instant, je dis bien pour l'instant, dans ce rôle-là, à savoir Maziz. Hein. Lui aussi avait un petit peu de pression parce que il y a eu des propos notamment de Frédéric Antonetti sur les positions que pouvait occuper Pape Matar Sarr. Il a parlé notamment du fait qu'il pouvait jouer numéro 10. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, Maziz, il n'a pas trop apprécié entendre ça parce que ça le menace directement. Parce qu'aujourd'hui, il y a forcément eu des questions sur qui peut remplacer Boulaya. Déjà cette saison, si jamais il y a des blessures ou des suspensions. Mais aussi l'année prochaine, pourquoi pas. Je pose le sujet là comme ça, hein, bien sûr. Peut-être un peu tôt pour le poser, mais c'est vrai que lui aussi avait un petit peu de pression, Maziz, hein, par rapport à ce match de Coupe de France, un peu voilà qu'il peut utiliser pour se montrer. Donc là, on a fait le tour Grenade Forever de la tactique et du 11 côté messin. Maintenant, parlons du match en lui-même, Grenade Forever. Ce magnifique match que nous avons pu suivre sur l'une des chaînes du groupe Discovery, puisque c'est Discovery qui possède Eurosport. Mais peu importe. Ce match Grenade Forever on a très vite compris que ça allait être très difficile pour nos Messins. Surtout que... alors, on est faussement rassuré de l'ouverture du score des Messins, parce que les Messins, certes, marquent sur une erreur, alors incompréhensible cette erreur, cette passe en retrait de la défense amiénoise pour le gardien, mais en fait qui était entre le gardien et le défenseur central. Le défenseur central amiénois qui je sais pas ce qu'il fait, il rêve ou quelque chose comme ça, et Iseka qui se faufile tel un... Tu vois, tel une fouine, il arrive, il prolonge la balle dans le but et bat le gardien amiénois. Et donc, de manière un peu éberluée, on voit l'ouverture du score messin. Mais après, Grenade Forever, après, ça se passe pas non plus extrêmement bien. On a quand même une équipe d'Amiens sur le début du match, mais aussi sur l'ensemble du match, si on prend un peu le global. On a une équipe d'Amiens qui finalement, c'est plus crée d'occasion que nous. Dans le jeu, a récupéré quand même beaucoup de ballons dans notre milieu de terrain. Alors bien aidé notamment par nos pertes de balles au milieu de terrain sur nos jeux de passe, hein, notamment de nos milieux de terrain, hein, notamment d'un joueur en particulier. Et ce qui devait arriver à Grenade Forever. Parce qu'on ne peut pas jouer avec le feu éternellement. À la 52e minute de jeu, c'est Blin, qui d'ailleurs est un joueur que tu apprécies, je crois, lors du précédent Mercato. Tu avais parlé de lui en disant que lui il aurait pu être un joueur intéressant à choper. Lui qui jouait à Toulouse, si je me trompe pas, c'est ça? J'adore ce milieu de terrain, exactement. Ouais. C'est ça. Et donc Blin qui, à la 52e minute de jeu, profite. Donc l'action, c'est, je crois que c'est Angban qui fait une passe en retrait, mais qui est presque une passe décisive pour l'attaque amiénoise, et le joueur d'Amiens qui centre, qui fait une passe en retrait pour Blin qui bat Marc Aurel-Caillard, et donc Amiens qui revient dans le score 1 partout. Et je dirais Grenade Forever, et ça nous permet un peu de dire ce qui se passe en général dans ce match, en fait, Amiens nous regarde droit dans les yeux, et au final, on se dit, ouais, ok, quoi, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? C'est un peu... Je sais pas comment dire. En fait, moi, j'étais un peu pas mal à l'aise, faut pas exagérer non plus, mais j'étais un peu, un peu dubitatif et perplexe sur ce que j'étais en train de voir à la télé, quoi. On se met en danger tout seul en début de deuxième mi-temps par des erreurs techniques qu'on doit pas voir dans des matchs comme ça. Alors qu'on a l'occasion en première mi-temps de se mettre à l'abri sur deux opportunités, notamment de Monsieur Aaron Leia Iseka. Mais bon, le début de deuxième mi-temps, j'étais un peu perplexe. On n'est pas bien rentré dedans. On fait des erreurs techniques un peu incompréhensibles. Puis ce but est une succession de... Enfin voilà, on va pas lui taper dessus tout le temps, mais malheureusement ça part de lui. Alors après, il y a un centre, on défend peut-être mal, mais bon, le fait est que en plus il rate la passe et le joueur qui est censé tirer arrive quand même de l'extérieur de la surface, donc ça a un des deux milieux défensifs de le prendre, et on voit sur le ralenti que celui qui est dans la zone du mec qui tire, c'est bien Victorien Angban et pas Warren Chimpembe. Donc alors qu'il fait déjà la passe en retrait raté, quoi. C'est terrible pour lui parce que ça fait un peu genre ça fait un peu genre on tape sur lui, mais bon, le fait visuel est que voilà, quoi. Tu vois, là je pense que ça devait être le match pour lui, peut-être pour se relancer. J'ai l'impression qu'il a coulé un peu sous la pression
peut-être lui, psychologiquement, le fait de, de rester sur 2 matchs en ayant perdu son statut de titulaire et ne même pas rentrer en jeu sur les 2 derniers matchs, bah, il doit mal le vivre parce que vu la performance de ce soir, c'est catastrophique. Il est aux côtés de Chimpembe, donc c'est à lui d'avoir normalement ce rôle de leader, étant donné que t'as pas Bim Maïga sur la pelouse. Bah, on a eu l'impression que peut-être, alors que Chimpembe fait pas non plus un match énorme, on a eu l'impression que celui qui a le plus d'expérience des deux, bah, c'était le plus jeune, quoi. Et c'est pas normal, ça. Ouais, ça c'est pas normal. Et puis en plus, t'as la sanction qui derrière, je pense, vient achever Angban. 2 minutes après le but égalisateur, bah, il est sorti du terrain par Antonetti, qu'il est remplacé par Pape Matar Sarr, qui justement est le joueur qui est un peu son bourreau, hein, on va dire, depuis quelques matchs, hein, qui l'empêche d'être titulaire sur le terrain. C'est là où effectivement t'as le sentiment où quand il prend ce but, Antonetti dit mais attendez, on n'arrivera jamais à remarquer DR. Déjà que notre premier but il est chatard comme pas possible. On n'arrivera jamais à remarquer DR avec notamment l'apport de ce milieu-là. Je dis l'apport de ce milieu-là parce que certes je parle de la sortie d'Angban, mais je parle aussi de la sortie de Maziz. Hein, Maziz qui est sorti juste après Angban. Là aussi avec un aveu que ton milieu de terrain a pas apporté ce que tu voulais qu'il apporte. Et que justement ces joueurs-là comme Angban et Maziz qui ont quand même beaucoup à jouer. Beaucoup plus Angban que Maziz. Et on parle quand même de la question du numéro 2 au poste de créateur. Quand tu vois que Pape Matar Sarr rentre sur le terrain et qu'en plus avec un profil où on le voit, tu sais, créateur numéro 10, autant c'est pas facile à vivre pour un Angban, mais pour un Maziz c'est pas non plus facile à voir, hein, forcément. Non, c'est pas facile, mais en plus, je suis un peu déçu pour Mazis parce que moi, ces 10 premières minutes, je les ai trouvées intéressantes. Je dis bien ces 10 premières minutes où je me suis dit, oh, punaise, il a l'air de prendre un peu ses responsabilités sur 2, 3 situations où il monte le ballon rapidement. Et après, j'ai l'impression qu'il s'est un peu éteint, un peu comme comme toute l'attaque Messine, c'est un peu éteint et on l'a plus revu et la sanction est aussi tombée pour lui parce qu'il sort aussi assez tôt, hein, 53e minute. Je sais pas si on est Grenade Forever sur un truc similaire par rapport au match de. C'était Bordeaux où il jouait titulaire, Maziz? Bordeaux et Nice. Bordeaux et Nice. Bordeaux et Nice. Tu sais, où justement, je crois que c'est contre Bordeaux où on le sent, tu sais, vouloir tenter par exemple beaucoup, c'est de faire du renversement de jeu ou du jeu long, tu vois, vouloir prendre des choses en main et après, au fur et à mesure des minutes, tu le vois s'éteindre progressivement, tu vois, un peu disparaître dans le jeu et au final il se fait sortir. Moi j'ai l'impression de retrouver un peu ça en fait dans ce match de Mazis, tu vois. Comme tu dis, intéressant au tout début, mais après malheureusement derrière on a un effacement progressif et ses choix et qui font que derrière ouais, il est sorti et tout comme d'ailleurs Victoria Angban. Donc en tout cas ce qui est sûr c'est que ces changements là tapent fort, font mal. L'autre série de changements, on parlait de l'attaque tout à l'heure. Là, il y a la rentrée en jeu comment dire, de Wagner Diaz et notamment de Yad qui est aussi là pour donner une nouvelle impulsion offensive. Hein, surtout que Metz, je pense pas que Metz voulait forcément jouer le pile ou face sur les séances de tir au but, même si Marco Alcayer étant, semble-t-il, spécialiste du sujet. En tout cas, il y a la rentrée de joueurs offensifs, dont certains peut-être qui seront titulaires, on ne sait jamais, 3 jours plus tard contre Strasbourg. Et finalement, Grenade Forever, pour un peu terminer l'analyse de ce match, l'analyse du contenu même de ce match qui était un peu triste quand même, faut pas le négliger. Nous sommes dans le temps additionnel. Et là, il faut que je rende hommage au coach amiénois. Grenade Forever. Je pense que c'est important de rendre hommage au coach amiénois. Qui, dans évidemment. Monsieur Oswald Tanchot, qui, dans un brin de génie, se dit sur le dernier corner, le dernier coup franc et la dernière action du match, puisqu'on joue la 92e, 93e minute de jeu, il y a 3 minutes de temps additionnel, se dit je vais sortir Mendoza pour faire rentrer Sambou Yatabare, le coup franc est tiré, et là, qui c'est qui arrête la balle de la main, qui empêche Kouyaté de prendre cette balle victorieuse? Monsieur Sambou Yatabare qui l'arrête de la main, et donc penalty sifflé contre Amiens, en notre faveur donc, et donc ce penalty qui, comme vous savez, les tireurs à Metz ont pour certains un peu échoué hein, dans cet exercice. Le dernier ayant réussi
le penalty côté messin, c'est Wagner Diaz. C'est donc Wagner Diaz qui décide de prendre la balle et de tirer son penalty et qui trompe le gardien aminois. Bon voilà quoi, tout ce que je peux vous dire c'est que tout simplement nous sommes un peu chatards encore une fois, 2 fois quand même Grenade Forever. Il y a le but à la première deuxième minute de jeu et puis il y a le penalty qui nous permet de nous qualifier pour le tour suivant de Coupe de France. Est-ce que Grenade Forever, je te refais la même analyse que lors du match contre Nice où je te dis que c'est encore un coup de chaste ou comment ça se passe? Parce que là c'était... On est obligé de parler d'un coup de chance. Frédéric Antonetti a dit que les erreurs se provoquent, hein, c'est vrai, ça se provoque dans les deux sens. On est obligé de parler de chance parce que c'est un penalty un peu venu du ciel. Pour le coup oui, il y a du ciel. Mais bon, on peut essayer de trouver des motifs de satisfaction un petit peu et de se dire qu'au moins on a corrigé les défauts qu'on a vus contre Saint-Etienne, c'est qu'on a au moins réussi à se créer des occasions sur ce match. On n'a pas du tout joué long, même si évidemment la situation ne s'y prêtait pas, ils avaient des défenseurs qui n'étaient pas... Voilà, mais on n'a pas du tout joué long, on a essayé de combiner même s'il y a eu du déchet technique. Et ce qu'on n'avait pas eu les 2 derniers matchs, mais qu'on avait eu lors des autres matchs, c'est qu'on peut dire quand même que les rentrants ont quand même apporté des choses globalement positives. Ah mais ça je suis d'accord, mais est-ce que je dois aussi relativiser cela en disant que c'était Amiens, Une Ligue 2, voilà, une Ligue 2 qui, pour ceux qui suivent la Ligue 2 bien sûr, est peut-être pas prêt de remonter cette saison en Ligue 1, puisqu'ils sont à l'heure actuelle je crois 9ème de Ligue 2, à quelque chose comme quoi 14 points de la deuxième place. Allez, si je suis optimiste, on va dire à quoi à 8 points de la 5ème. Bon, c'est pas pour être pessimiste, hein, mais je veux dire, heureusement que tu essaies quand même à un moment donné de prendre l'ascendance sur Amiens, quoi. Et c'est vrai que, bon après je sais que vous savez, on est historiquement Metz en coupe et c'est pas beau à voir, hein. Je pense que vous prenez les récents matchs de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, hein, quand elle existait encore récemment, c'est pas fameux dans le contenu messin, tu vois. La saison dernière, je me souviens très très bien, le match contre... c'était contre qui? C'était contre Brest en Coupe de la Ligue, si je me trompe pas, à domicile. C'était une purge, hein, tu vois. C'était une vraie purge. Là, c'est vrai que bon, t'as l'apport des rentrants, mais bon, le contenu global... il laisse quand même... il laisse clairement à désirer. Et c'est triste parce que, n'empêche... Alors, c'est pas tous les mêmes joueurs qui étaient sur le terrain par rapport au match de Saint-Etienne, mais j'ai pas envie de commencer à penser que ça fait beaucoup en fait. Tu vois, Grenade Forever, ça fait quand même... Ça commence à faire, c'est quoi? C'est le 3e match où là, pour le coup... Alors peut-être plus le 2e si Montpellier, on a eu du bon et du moins bon, mais... Saint-Etienne, c'était pas ouf. Là, sur ce match contre Amiens, c'est... Pendant une grande partie, c'est pas non plus dingue. Tu souhaites que ça se répète pas contre Strasbourg, c'est ça que je veux dire, hein. Ça c'est clair, hein. Même si le résultat nous va très bien, hein. Pour info, se qualifier de Buzyn, ça nous va très bien, mais le contenu est un petit peu... On est obligé de parler du contenu, même si seule la qualif nous intéresse sur un match de coupe. Après, voilà, le match le plus important, c'était contre Strasbourg. Il y a quand même ce soir 6 titulaires qui sont pas là. Bon, ça joue aussi, hein, donc... Dont une partie, attention, dont une partie des titulaires qui n'étaient pas titulaires en début de saison. Voilà, mais je veux dire, entre guillemets, nos 3 cadres les plus importants n'étaient pas là. Un à chaque poste important, quoi. Je parle d'Abi Maïga, d'Alexandre Oukidja, de notre capitaine John Boy et du magicien Farid Boulaya. Ah oui, ça oui. Donc voilà. C'était surtout, en fait, on avait envie de voir ce match de coupe pour, voilà, comme l'a dit Antonetti, c'était l'occasion de relancer certains joueurs. Certains avaient des cartes à jouer. Malheureusement, ne l'ont pas forcément saisi. Donc voilà, c'est dommage pour certains qui ont perdu des points. Et on verra devant, quoi. Là, ça prouve encore, par exemple, qu'Ayadé est meilleur en tant que super sub. Ça s'est vu, ça rentrait pas mal. Est-ce que Wagner, au final, n'est pas mieux aussi quand il rentre en jeu, comme à Brest, comme là ce soir? Ouais, mais ça sur la question. Ça va tâtonner. Ouais, sur la question. Si on doit résumer, pour terminer rapidement sur le match, et on passera après au top et flop notamment, mais pour toi, effectivement, si on veut les vainqueurs de ce match, on va être plutôt du côté d'un Chipembe éventuellement, qui s'est un peu montré quand même. Il y aurait qui d'autre en celui qui s'est un peu montré dans ce match?
Qui s'est montré, qui est pas amené forcément à être titulaire, oui, je dirais Chimpembe. Parce Sinon, que les autres, ouais, les autres sont plus non, dans les les fins autres, verses. C'est ça que tu veux dire. les autres, bah voilà, Fofana, il a fait un match très moyen hein, par rapport à ce que Dylan Brown fait au même poste. Bah Victoria Angban, bon, on en a déjà assez parlé, on va pas lui retaper dessus. Quoi qu'on va en reparler peut-être après. On va en reparler après. Youssef Maziz, voilà, on en a parlé aussi. Ah, après, bon bah voilà, Thomas Delaine, c'était un match pour lui pour se remettre en rythme. Il n'a pas énormément eu l'occasion, je trouve, de monter. Donc on aura encore ce débat de savoir qui de Hudol ou Delaine va jouer dimanche. Ça, les deux ont joué 90 minutes aujourd'hui. Donc là, je ne sais pas du tout ce que veut faire Frédéric Antonetti. Et ça va être intéressant. Moi, j'ai ma petite idée en tête, mais j'en sais rien. Donc, ouais. Donc, je sais pas trop non plus. Ouais, est-ce qu'on pourrait ajouter d'autres Et Izeka, bah voilà. Ouais. Bah, après, j'étais quand même si c'est pas du grand Izeka, au moins, quand il est comme ça, il apporte. J'avais pas aimé son match contre Montpellier où il était très nerveux. Là, comme l'avait dit, je sais plus, un journaliste là, sur Twitter ce soir, c'est un mec qui sent quand même le but parce que il sait profiter de l'erreur. Voilà, si c'est pas un attaquant qui sent le but, je suis pas persuadé qu'il le met ce but-là en fait. Tu penses peut-être qu'Ambrose n'aurait pas senti, il aurait pas fait ce travail-là Voilà, il aurait pas senti ouais. il aurait pas senti le coup, il aurait peut-être pas été pressé. Hmm. Donc ça, on peut pas lui, voilà. Donc ça va peut-être lui faire encore du bien. Donc j'ai envie un petit peu, pas de le féliciter, parce que voilà, il a pas non plus... Mais il a fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire marquer sur le peu d'occasions qu'il a à avoir. Ok, bah je vois ce que tu veux dire. Avec tout ça, Grenade Forever, parce qu'on a un petit peu parlé comme des performances individuelles, on va passer, tu sais, au top et flop. Donc bien sûr, dans les commentaires, on attend votre top et flop de ce match, hein, pour ceux qui ont pu le voir. Commençons, si tu veux bien, par le top. Qui est le top pour toi sur ce match? Ça, c'est très compliqué. Oui, j'imagine. Waouh. Eh ben, écoute, je vais peut-être mettre Kiki Kouyaté en fait. Choix par défaut. Mais c'est un choix par défaut parce que j'ai personne Qui dit en tête, ouais. malheureusement, pour moi, que je trouve qui a été vraiment au top top. Mhm. Donc je pense Kouyaté parce que c'était un peu une charnière expérimentale avec Fofana à droite et le premier match en tant que titulaire axe gauche de Mathieu Edol. Il a colmaté quelques brèches. Kiki Kouyaté, il a toujours été impérial dans les duels aériens. Donc non, il est fidèle à lui-même, le patron. Donc c'est un top par défaut parce que c'est celui voilà qui aura fait son match dans les tauliers. C'est le seul qui, je trouve, a fait vraiment son match sans qu'on ait quelque chose à redire là-dessus. Ouais. Je vais rester sur le même choix que toi. C'est dommage que, tu vois, si Caillard ne prend pas son but, j'aurais peut-être dit Caillard. Euh, Qui je ouais, trouve, c'est vrai. qui je trouve a Ah fait oui, un match oui. plutôt bien correct pour un numéro 2. Je rappelle quand même que quand tu es comme un gardien qui a pas de temps de jeu cette saison, parce que même durant les matchs, tous les 3 jours, ben, on te met pas titulaire, hein, on met quand même Oukidja. Je dirais que voilà, il a fait son match. C'est vrai que c'est dommage qu'il se bute, sinon j'aurais bien mis mon top, tu vois. J'aurais bien mis Kayer en top, hein, Mhm. mais je vais rester comme toi sur Kouyaté. Si on passe au flop, alors là le choix est plus large, j'imagine, mais il faut faire un choix. Mhm. Quel est le flop que tu vas choisir? Oh, bah, moi, ça se joue entre Angban et Fofana, mais je mettrais Victorien Angban quand même. Plus un pour moi aussi. Hein. Et c'est trop de déchets. J'ai l'action d'une passe en première mi-temps où il est tout seul. Oui. Une passe, une transversale complètement en touche, alors qu'il est seul, sans pression, hein, tout seul. Les Amiénois sont à 20 mètres, il fait une passe sur le latéralement qui va directement en touche. Tout le monde s'est regardé, on ne sait pas pourquoi. Puis c'est lui qui, malheureusement, qui est à l'origine du deuxième but amiénois. Il n'y a pas la passe en retrait de Victorien Angban à l'adversaire. Bah, c'est pas une action qui se transforme en égalisation d'Amiens. Ouais. Pour tout ce qu'on a dit avant, on est obligé de le mettre en top. Il avait une telle carte à jouer aujourd'hui pour entre guillemets, se relancer, si on peut dire ça. Il l'a pas saisi et je pense qu'il a encore plus aggravé son cas. Donc, Ouais, parce qu'il aurait pu mettre un peu le doute dans l'esprit d'Antonetti par rapport à Pepe Matarsar, tu vois, en se disant, voilà, peut-être que je peux encore hésiter, machin. Mais là, alors, encore une fois, il est encore sorti en plus juste avant l'heure de jeu. Je rappelle que ce n'est pas la première fois où il est sorti à l'heure de jeu. Hein. Souvenez-vous de Brest, hein. Souvenez-vous du match contre Reims en première partie de saison, le match contre Monaco la première journée.
Bon, malheureusement, quand Hangban, ça ne lui plaît pas ce que fait Hangban, il le sort et puis voilà. Mais là, c'est vrai que ça commence à beaucoup trop s'accumuler pour Victoria Hangban. Euh, bah ouais, l'avenir qui s'assombrit pour Hangban et qui va encore plus s'assombrir, bien sûr, quand il y aura le retour de certains cadres au milieu de terrain. Écoutez, on a fini notre petit débrief, alors moins fourni que les autres débriefs sur ce match entre Amiens et Metz, hein, mais bon, vu que le contenu n'était pas non plus d'un goût Oui, d'un voilà. goût et que c'était de la Coupe de France, on va pas non plus s'éterniser pendant près de 50 minutes comme on aime bien le faire d'habitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, dites-nous un peu en commentaire ce que vous avez pensé du match et comme on l'a dit, votre top et flop hein, pour un peu nous le faire partager. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, pour nous soutenir. Hein, encore une fois, un grand merci à ceux et celles qui vont s'abonner ou qui se sont abonnés récemment. Merci à toi, Grenade Forever, d'avoir participé à ce débrief. Oh, merci à toi, hein, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Et tout ce que l'on peut vous dire, c'est portez-vous bien et allez le FC Metz.